Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Alice Tiwi, vice-président en charge de la santé publique. Et aujourd'hui, dans le cadre de la santé sexuelle qui se déroule du 3 au 8 juin, je suis accompagné de 2 personnes pour parler de cette thématique-là qu'on a déjà abordée à la nef. Mais là, ça va être vraiment une discussion assez chill, assez briser les tabous. Et pour ça, je suis accompagné de Théa Matera, du coup, vice-présidente de l'ANEF, du coup en charge des affaires sociales. Et Masha Loniewski, je suis alors entre autres docteur en pharmacie et actuellement chargée de mission en santé sexuelle et public LGBT+, chez 6 associations. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un peu de ton association dans laquelle tu fais partie Alors, du coup, 6 associations plus connues sous le nom de SIDA Info Service. En fait, on a des dispositifs d'écoute et d'aide à distance. Donc, on peut nous contacter en gros 7 jours sur 7, de 8h à 23h, soit par téléphone, soit par mail, soit par chat. Et en fait, on est tout un groupe de professionnels, soit de santé physique, soit santé mentale, entre guillemets, pour répondre à toutes les questions des personnes, voilà, sur ces thématiques, la santé sexuelle, parce qu'on a aussi sexualité info santé, voilà. Ok. Sur tous ces sujets. Elle est seulement c'est pour tout le monde, c'est pas localisé à Paris, mais c'est pour tout. Oui, alors on a plusieurs pôles, donc on a un à Montreuil, un à Montpellier, un à Grenoble et un en Guyane. Okay. Mais après, le rayonnement, il est national, donc toute personne peut nous contacter si elle réside en France. Et ça fait combien de temps que tu y es? 3 ans. Ok. Voilà. Donc c'est assez, j'allais dire récent, mais en fait non, ça commence à faire un petit peu. Et du coup, c'est quoi juste le numéro? Alors pour SIDA Info Service, c'est 0800 840 800. Okay. Et pour Sexualité Info Santé, c'est 0800 00 69 07. Ok. C'est des numéros gratuits. Désolé, oui. C'est vraiment une question que je m'intéresse. Ouais, c'est des numéros gratuits. Ok, super. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de 3 thématiques différentes. Mm-hmm. Et on se pose chacun des petites questions et puis on répond. Le premier thème que je voulais aborder, c'était le dépistage. Alors, déjà, c'est quoi le dépistage? Oui, peut-être un petit peu. Alors, le dépistage, c'est le fait de venir contrôler, en termes généraux, le fait de venir contrôler s'il y a quelque chose, contrôler médicalement. Donc là, dans le cadre des IST et du VIH, ça va être de contrôler s'il y a la présence d'une IST ou du VIH. Okay. Et il y a différents moyens de se dépister. Ok. Et est-ce que vous vous faites dépister régulièrement? Genre souvent, vous allez? Moi, honnêtement, j'y vais quand même assez souvent. Enfin, quand j'avais une vie sexuelle plus active, on va dire, c'est vrai que j'y allais vraiment tous les 2-3 mois, mais même voire presque tous les mois des fois, parce que j'ai extrêmement peur un peu de développer une maladie et de pas m'en rendre compte. Donc ouais, c'était important pour moi d'y aller assez souvent quand même. Ouais. Moi, j'y allais, pareil quand j'étais un peu plus actif. Comme quoi l'assaut, voilà. Moi, j'y vais que quand j'ai peur, quand je sais que j'ai un rapport à risque. Ouais. Et c'est plus cette peur-là, je pense. Dès que je sais qu'il y a un truc vite, faut que j'aille me faire dépister. Mais en plus, ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'il faut attendre en plus. Enfin, dans le cadre du VIH, je sais qu'il faut attendre 3 semaines, je crois. 6 semaines. 6 semaines par prise de sang. Donc ouais, effectivement, le fait de se dépister trop rapidement dans les délais, enfin dans tous les cas, il faudra le refaire à 6 semaines. Donc c'est vrai que ça réduit un peu, quoi. Et est-ce que tu penses que les étudiants se dépistent assez souvent? Enfin, les étudiants ou en général, en fait, ouais, les gens, les jeunes. Les jeunes. En tout cas, alors, pour reprendre un peu les étudiants, on fait des actions aussi de terrain auprès des étudiants dans les facs, les universités, etc. Et pas tant. Du coup, pas énormément. Souvent, la réponse qui revient beaucoup, c'est j'ai pas pensé ou je dis bon, je m'en préoccupe pas trop. Et c'est un peu un truc, on sait qu'il faut le faire, mais en fait, on le fait pas trop. Donc, il y en a effectivement qui vont avoir un peu peur et qui vont y aller plus fréquemment, ou du moins ont la conscience un peu de la nécessité de le faire, et d'autres qui se laissent un petit peu porter, on va dire. Donc, Okay. Et on pourrait faire quoi pour que ça soit plus généralisé? En parler déjà, c'est bien. Je trouve le fait de faire justement en parler sur les réseaux, à travers des podcasts, en tout cas des moyens de communication qui touchent les personnes, c'est plutôt cool.
Et après, intervenir le maximum, je sais que ce qui marche quand même pas mal, c'est faire des journées thématiques où nous, on a des stands, ou même nous, on dépiste par test rapide, donc c'est piqûre au bout du doigt. Ça avait été fait à Lyon, ça, et vraiment, ça avait super bien marché. Ouais, nous, ça marche plein d'étudiants. bien en règle générale. Enfin, c'est quel est... C'est un test rapide d'orientation diagnostique. Ouais. En gros, c'est... Ah oui, sur le VIH. Ouais, Enfin, sur le TROD. VIH. Ok, j'ai pas quel... C'est un TROD, ouais. Oui, pardon, oui, ouais. Ouais, bah, anecdote là-dessus, on l'avait fait à Bordeaux, et en fait, c'était hyper controversé parce que à la fois, c'était cool, enfin bien, parce qu'on a apporté du dépistage, mais ensuite, on a laissé les étudiants, enfin, il y avait certains étudiants, du coup, qui appris que le TROD était positif, mais on les a laissés comme ça, en mode, voilà, tu es positif, tu démerdes. Et du coup, c'était hyper controversé, et j'avais dit, enfin, on le fait plus jamais, comme ça, un peu c'était sous un chapiteau, enfin, une tente et tout, galère. Alors, faut le faire en règle générale avec des assos qui sont vraiment formés au TROD. Bon, normalement, elles sont censées être formées au TROD, mais en fait, on nous apprend à faire un entretien, faire la manip, et surtout l'entretien post-dépistage si vraiment il y a une positivité ou quoi que ce soit. Enfin, on laisse pas la personne rentrer chez elle en mode on la prend en charge. Et nous, c'est vrai que ce qui est valorisable avec notre asso, c'est que comme on a des lignes d'écoute et notamment une ligne d'accompagnement, on peut proposer en fait à la suite de dépistage, si jamais ils reviennent positifs, propose des accompagnements téléphoniques pour suivre la personne jusqu'à son rendez-vous, notamment infectieux, etc. Et on peut même prendre rendez-vous pour elle. Enfin, vraiment, il y a tout un suivi. C'est ça, normalement, qui devrait être fait, pas genre je te laisse dans la nature et puis après on n'en parle plus, quoi. Quand le TROD est... Enfin, là, on se focus beaucoup sur le TROD VIH, mais il y a les autres types de dépistage, mais le TROD, quand il est positif, faut confirmer au labo. Par alors, prise c'est de pas, sang, voilà, c'est pas forcément bien sûr. véridique. Oui, en plus, ça peut être effectivement un faux positif, etc. Donc, et là, pour le TROD, d'ailleurs, le délai, c'est 3 mois, c'est pas 6 semaines. Ok. Et est-ce que tous les dépistages sont pris en charge? Alors, maintenant, le dépistage du VIH et alors avec la campagne Labo sans ordo, en gros, tu peux aller dans n'importe quel laboratoire de ville, juste avec ta carte vitale, pour faire un test de dépistage du VIH, et ça, c'est pris en charge à 100%. Après, pour faire la totale, entre guillemets, soit sur ordonnance en laboratoire, soit en Cégide, centre de dépistage anonyme et gratuit. Et là, dans ce cas-là, pas besoin de carte vitale, c'est anonyme. T'y vas, tu remplis un questionnaire et en gros, on te prend en charge et on te fait prise de sang, prélèvement urinaire, vaginal, gorge, anal, enfin tout ce qu'il faut en fonction des pratiques. Et voilà. Je suis allé qu'une seule fois au Cégide. Moi, je suis jamais allée pour le coup au Cégide. Ouais, j'allais tout le temps dans les labos, quoi. Privé, genre. Cégide, c'est vraiment bien, mais après, c'est vrai que les délais selon les villes peuvent être un peu rallongés. Mais c'est vraiment bien, effectivement, soit quand t'as pas de couverture, enfin, ou pas une bonne couverture sociale, soit quand t'as pas de médecin généraliste à portée de main. Enfin, voilà, c'est vrai que les Cégides, c'est vraiment pas mal. Ou que tu veux garder l'anonymat. C'est vrai. Pour éviter, donc toujours dans le dépistage, pour éviter les principales IST, plus le VIH, on utilise du coup la plupart du temps les préservatifs. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour vous? Bah ouais, enfin en tout cas j'imagine c'est c'est quand même le meilleur moyen d'éviter les IST. Alors, surtout la plus fréquente chez les 18-24, c'est la chlamydia. Ouais. C'est vrai que au moins pour se protéger dans les rapports pénétratifs ou les rapports oraux, c'est vrai que la préservatif ça reste quand même le mieux. Après il y a la digue dentaire aussi pour la pratique du cunnilingus. On connaît pas du tout ça. J'en ai jamais vu. C'est hyper rare, c'est un Pokémon très rare qui se vend dans certaines pharmacies. Et en fait, c'est un espèce de carré de latex qui vient se déposer sur la vulve du haut de la partenaire. Et du coup, ça permet de pratiquer le cunnilingus sans risque d'IST, etc. Mais ouais, c'est très cher, ça se trouve très peu. Et donc, le tips, ça peut être de couper un préservatif sur sa longueur, de le déplier. Ça fait une sorte de carré, globalement, pas tout à fait. Et ça peut faire une digue dentaire un peu de fortune. Et c'est différent du préservatif féminin. C'est différent du préservatif féminin, Mon truc là. ouais, avec deux cerceaux. Un sac poubelle. Alors qu'on appelle maintenant préservatif interne, puisque du coup, il peut s'utiliser en vaginal ou en anal aussi. Ok, voilà. oui. Top. Dans les cavités. Parce que on parle beaucoup de préservatifs, mais il y a une pratique qui est hyper désagréable ou pas selon les personnes, c'est la fellation sans ou avec préservatif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi pour ma part, je trouve ça
un peu, enfin, avoir la texture du latex, c'est hyper désagréable, alors que on sait, c'est hyper contradictoire, on sait que c'est le meilleur moyen pour prévenir les maladies, enfin les infections. Moi, en vrai, c'est vrai que jusqu'à très tard, j'étais en mode non, mais de toute façon, ça se transmet pas si je fais une fellation, j'ai aucun risque et tout. Mais même en sachant qu'en fait, il y avait des risques, j'étais en mode j'y vais sans quoi. Ouais. Et peut-être pour ça que je me fais un peu plus dépister du coup. Ouais, c'est vrai. Moi, quand on me dit l'infection, c'est de muqueuse à muqueuse, je vois pas la muqueuse buccale. Enfin, vraiment, pour moi, c'est dans ma tête, c'est que muqueuse vaginale ou anale. Enfin, que pour moi, c'est la pénétration, alors qu'il y a aussi la pénétration buccale qui est pas autant à risque. Je crois qu'il y a moins de risque. Ouais, il y a moins de risque, ouais. Ben effectivement, ouais, toute la paroi de tes joues, etc. C'est une porte d'entrée. Le fond de gorge aussi, c'est une porte d'entrée. Après, c'est vrai, enfin nous, les personnes qui nous appellent, bon, globalement, elles sont pas hyper fanas de la. Alors, il y en a qui vont être très scolaires et donc vont mettre le préservatif pour la fellation, mais d'autres vont dire effectivement, un bout de plastique, c'est pas hyper intéressant. Après, ce qu'on dit, de toute façon, on peut pas forcer les gens à se protéger à 200% et à mettre des combinaisons intégrales. Donc, si jamais il y a des prises de risque, faites-vous dépister. Dans tous les cas, voilà, vous savez que vous avez une prise de risque. Bon, voilà, effectivement, la fellation, c'est surtout la fellation faite avec éjaculation dans la bouche qui va être à risque pour le VIH. Okay. S'il n'y a pas d'éjaculation, le risque est très faible. Okay. Et pour la personne qui reçoit, il n'y a aucun problème pour le VIH. Après, pour toutes les autres IST, c'est différent. Là, ça va être à risque dans tous les cas. Mais voilà. Donc à minima, on évite l'éjaculation dans la bouche. Okay. Et après, sinon, sinon on dépiste. Sinon c'est bon. Sinon, en tout cas, on dépiste pour le reste, quoi. Et on pense bien. Alors il y a un truc, c'est que le dépistage, prélèvement de gorge est peu proposé, notamment chez les femmes cis hétéros. C'est vrai que ça peut être intéressant, surtout si la personne pratique des fellations non protégées, mais pas forcément de pénétration non protégée ou pas fait forcément de pénétration tout court. Mais ça peut être intéressant d'aller voir les IST au niveau de la gorge, quoi. Ok. C'est juste un coton-tige. Ouais, un petit coton-tige au fond de la gorge et ça permet de voir chlamydia et gonorrhée. Ok. Top. Parce que ouais, si on se dépiste pas, il y a un risque, est-ce que on transmette, mais sans le savoir. Exactement. Et c'est vrai que moi je me suis toujours dit, imagine tu transmets quelque chose, mais toi-même t'es pas au courant et c'est l'autre personne que t'as. Ça arrive. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Mais la culpabilité de fou que tu dois avoir. Dis en fait j'ai pas été responsable envers moi-même et envers les autres. Je sais pas si t'as déjà eu des cas, je sais pas si on t'a déjà contacté pour ça ou. Ouais, carrément. Oui. Alors oui, en fait on nous contacte plutôt pour la personne a pris un risque ou alors elle a été dépistée positive, mais donc pour certaines IST. Mais on n'a pas trop on n'a pas peu de personnes qui culpabilisent un téléphone d'avoir donné une IST. Enfin, c'est pas trop un public qu'on a. Mais effectivement, il y a pas forcément dans plus de 70% des cas, notamment pour chlamydia et gonorrhée, il y a pas de symptômes, donc comme ça passe inaperçu, on peut pas trop savoir ce qu'on donne ou pas. Donc effectivement, ça peut être un peu culpabilisant. Après, voilà, le tout est de le dire. Si la personne se dépiste déjà positive, elle peut le dire à ses partenaires. Pour couper l'infection, quoi. Ok. J'adore cette question. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait un podcast, du coup, avec une personne, séropositive. Okay. Sur les réseaux, c'est Super Séro. Oui, je connais, ouais. Et, du coup, j'avais fait un podcast avec cette personne-là et c'était hyper intéressant, ça, bref. Et, du coup, on avait eu un débat. Mais je crois que ça, c'était pas dans le podcast, c'était en off. Et c'était, est-ce que tu dirais à ton partenaire, si tu étais une personne séropositive, mais tu as une charge virale indétectable. Donc la personne, en gros, c'est tu es positif au VIH, mais tu ne peux pas, tu ne le transmets pas. Il n'y a pas de risque pour ta partenaire. Est-ce que du coup c'est une obligation de le dire ou pas? Non, c'est pas du tout une obligation à partir du moment où t'es intransmissible. Donc t'es intransmissible, donc tu peux pas transmettre le VIH à ta partenaire. Après ça, franchement, ça regarde chaque personne. Il y a des personnes qui vont pas pouvoir avoir une relation sans le dire, d'autres personnes qui se voient pas le dire, et c'est complètement ok. Je veux dire ça, non. À partir du moment où il y a une indétectabilité, il y a aucune obligation de le dire à sa partenaire, quoi. Donc ça c'est factuel. Après nous on entend beaucoup sur les réseaux, etc., de faut le dire, c'est obligatoire, vous mettez en danger les gens, etc. Non, factuellement, non, tu mets pas en danger les gens.
quand t'as une indétectabilité. Donc mais ça, je trouve que c'est super dur de faire comprendre aux gens. Enfin, moi, je vois tous les commentaires ultra haineux que du coup il reçoit, et je me dis mais c'est étonnant, enfin, d'avoir autant de haine alors que. Mais les gens comprennent. En fait, t'arrives pas à intégrer le fait que. Du coup, on va tomber. Les gens arrivent pas à intégrer le fait que indétectable égale intransmissible et que une personne séropositive sous traitement ne peut plus transmettre le VIH, peut avoir des rapports sexuels non protégés sans mettre en danger qui que ce soit, et peut avoir des enfants, par exemple. Si, Ouais. Donc après, on a encore un peu d'éducation à faire, disons. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais pareil, pour moi, tant que la personne n'est pas mise en danger, mais il n'y a pas de risque pour la personne, elle a pas forcément à savoir, surtout que c'est hyper interne, intime, genre ça doit être hyper dur déjà de process que tu es séropositive, tu es une personne séropositive. Ok, top, on est tous d'accord dessus. Ça fait un peu une suite à une thématique qu'on traite énormément pour le coup à la NEF et notamment Théa. C'est le consentement. Donc déjà, tu peux peut-être expliquer Théa comment on parle du consentement avec les formations VSS, TP. En gros, nous, au niveau de la NEP, on a sorti une enquête il y a 2 ans sur tout ce qui est violence sexiste et sexuelle au sein de notre réseau, et on s'est rendu compte que les chiffres étaient quand même énormes, enfin très hauts. Du coup, on a vraiment voulu mettre cette thématique au sein du réseau pour former les gens, pour leur faire comprendre que ça existe et que il faut lutter contre ça. Du coup, on fait des formations Trusted People, par exemple en soirée, les gens sont formés. On va dans quasi toutes les villes pour leur apprendre un peu ce que c'est que les VSS, qu'est-ce que c'est que le consentement. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce genre de discussion et de formation, c'est qu'on se rend compte après que il y a des discussions en off qui se découlent au bar, par exemple. Ouais. On parle de tout et de rien, de dire voilà, moi une fois ça m'est arrivé, j'ai fait une fellation pour réveiller mon copain. Et elle m'a dit mais là avec ta formation, je me suis rendu compte que s'il faut il avait juste envie de dormir et tout, donc vraiment ta formation ultra intéressante et tout. Donc c'est trop bien de parler de ça. Enfin, je trouve de partir un peu plus libéré. Nous, ce qu'on dit, c'est par nos formations VSS, consentement Trusted People, c'est que le consentement, il doit être libre, éclairé. Enfin, c'est 3 caractéristiques: libre, éclairé, continu. Mais on se rend compte, enfin, c'est très écrit, mais le rapport au consentement peut être très différent chez certaines personnes. Disons, c'est pas évident effectivement, comme tu dis, ça peut, enfin, en fait, c'est qu'on a été un peu, entre guillemets, programmé et éduqué en disant, la sexualité, ça doit être du non-dit, tout doit se faire naturellement, genre limite, on se regarde et on sait, tu vois, comment ça doit se faire et tout cool. Alors quand t'es dans une relation peut-être plus suivie avec une même personne et tout ça peut peut-être se moduler un peu comme ça. Mais en vrai, sur des one-shot en soirée, etc., c'est plus difficile de se dire que tu sais ce que la personne veut, elle sait ce qu'elle veut. Enfin, à la limite de dire si par exemple pour toi t'as pas besoin qu'on te demande pour chaque pratique, à la limite ça aussi ça peut être dit, genre t'inquiète, moi t'as pas besoin de me demander pour chaque étape. Par contre, est-ce que toi t'as besoin que je te demande pour chaque étape? Après, c'est d'un commun accord et chacun en fait mène un peu sa danse du coup comme il veut. Mais de fait, vu effectivement l'ampleur des violences sexuelles, vu l'ampleur de tout ça, c'est des questions qu'il faut absolument creuser, qu'il faut absolument discuter, parce que clairement tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde et fonctionne pas de la même façon, surtout s'il y a un passif de violence en plus derrière. Oui, c'est ça. Mais je sais que moi j'aime bien en parler, moi j'en parle étonnamment plus quand c'est un one shot. De justement comment est-ce que tu veux que je fasse, est-ce que tu préfères que je fasse comme ça au moins la personne elle me dit j'aimerais mieux faire ça, ou j'aimerais plus que tu fasses ça, et du coup ça m'aiguille et je comprends que il aimerait bien, et alors que du coup quand je me mets dans une relation de couple, je suis plus en mode c'est une routine, et du coup je perds un peu la communication, tout ça, et c'est assez dommage en vrai, parce que je suis en mode c'est sûr qu'il veut parce qu'on est en couple. Oui, alors non, dans ça, le couple, effectivement, c'est clair qu'il faut, il y a pas de devoir conjugal, etc., il faut continuer à communiquer. C'est clair que il y a même si la modulation est plus simple, les envies peuvent être hyper différentes selon les périodes, selon les événements de vie. Enfin, donc Mais je pense que le consentement, on peut grave le transformer en
en outil assez sexy, genre en mode, Ouais. De fou. comment tu veux que je fasse ça, ou est-ce que tu veux qu'on fasse ça comme ça T'as à la envie de fois. quoi? Qu'est-ce qui Voilà, t'excite? de fou. Enfin, tu vois, Ouais, tu de peux fou. trop érotiser la chose. De fou. Ça peut être En fait, à essayer. érotiser le consentement, Ouais. c'est À la tout à fois fait possible, quoi. ça tient à toi et pour le bien commun Exactement. de tous. Est-ce que tu es tout le temps sûr du consentement de ça rejoint un peu la question d'avant, mais est-ce que tu es tout le temps sûr du consentement de la personne en face? Est-ce que du coup on se met à la place de l'autre? Est-ce que vous pareil, vous êtes sûr? Moi du coup je vais peut-être me sentir obligé pour me rassurer moi de demander à la personne. Oui. Le rapport est différent. Ouais. Genre Le fait d'être sûr que la personne est bien OK si elle Ouais. te dit oui, tu vois. ouais. Après, il y a le consentement verbal, et il y a aussi pour moi, je trouve les signaux non verbaux aussi. Si une personne te dit oui et qu'en fait elle est complètement crispée et complètement apeurée, ou vraiment, enfin, t'as des signaux où Ouais. tu vois aussi la plupart, enfin, je sais pas si vous êtes OK, mais tu vois aussi, ça peut se voir aussi au niveau Oui, physiologique et Ouais. physique. tu vois que la je pense personne, elle est complètement, elle est pas du tout là dans l'instant. Ça peut être, faire attention aussi aux oui qui peuvent être. C'est sûr qu'en plus, si tu menaces la personne derrière pour Ouais. qu'elle te dise oui, bon là, clairement. Mais quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est aussi les nudes. Des fois, on peut recevoir sur les sites ou réseaux sociaux des photos à caractère censuré où on n'a rien demandé en fait. Ouais. Et ça aussi, pour vous, est-ce que ça relève le confinement, du consentement? Ah oui, complètement. Ah ouais, de fou. Alors en plus alors notamment le plus fréquemment, c'est des dick pics, comme on appelle ça, Ouais, c'est ça, des c'est photos vrai. de pénis non consentis. C'est pénalisable, en tout cas. Il y a alors j'ai plus exactement en tête les risques financiers et les risques, enfin voilà, les risques judiciaires, mais en tout cas c'est complètement interdit. Et puis oui, enfin, t'as pas envie de recevoir une photo d'un organe génital, ou même de nudité, ou à caractère sexuel comme ça, Ouais. sorti hors du contexte. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas ce qui a favorisé ce fléau, genre. Enfin, Les réseaux sociaux. ouais. La Ouais. boumeuse. Mais en fait, Les réseaux non, sociaux, c'est pas bien. tu peux en demander et que ça soit clair, mais quand tu ouvres de bon matin ou Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout sur les applications de rencontres, j'ai l'impression que c'est un peu la fête du slip, genre. J'ai l'impression que je suis une boumeuse moi aussi. J'avoue, la fête du slip, là, t'as pris 40 ans, quoi. Que vraiment, c'est plus en mode, ah bah let's go, j'envoie ça. Mais je trouvais ça ultra intéressant parce qu'il y a une fille qui, dès qu'elle en recevait un ou une photo, du coup, elle demandait pourquoi. Elle disait, bah voilà, moi personnellement, là, ton pénis, je le trouve pas beau, ou alors il est... Et bam. Mais tu vois, elle essayait de discuter avec la personne, et souvent c'était, en fait, j'ai besoin de prouver qu'il existe et j'ai besoin de montrer quelque chose. Et enfin, après, je pense que ça dépend forcément. Ouais, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a un peu, à mon avis, il y a un peu de ça. Il y a un peu ce truc-là de, il y a un compte Insta qui s'appelle No Dick Pic. Ouais. Comme ça. Et où en gros la personne relate un peu tous les témoignages de ses abonnés qu'il ou elle reçoivent. Et souvent, enfin pas souvent, c'est des comme ça, tu vois, genre ouais, dans la conversation, genre salut, tu fais quoi aujourd'hui? Bah là, je vais manger avec mes parents. Ok, bim, bits. Et t'es là en mode genre, mais t'as rien demandé, genre. Voilà. Et puis même des fois, la personne, elle dit, est-ce que je peux t'envoyer une photo? Ok, là on est ok, tu vois, genre non. Bam, photo. Et là t'es là en mode genre, mais Tu sais, le carré rouge de Snap, là. Ouais, oh là là. Les traumas. Franchement, donc bon. Non, ouais, il y a, je sais, enfin, ça a popé parce que, je sais pas, c'est aussi une sorte de violence, de toute façon. Donc, dès qu'il y a une entrée pour être violent, entre guillemets, forcément, il y a des situations comme ça qui pop, mais non, c'est dramatique. Ça, je sais pas si tu te souviens, c'est caractérisé par quoi, le nude, tu sais, genre outrage, violent, tu sais, dans l'échelle, tu sais, la pyramide, là. Non, mais... Je pense que c'est plus que outrage. Oui. Oui, je pense aussi. Ouais. En tout cas, mais je crois que c'est défini par quelque chose de spécifique. Ok. Genre, je me demande si c'est pas un cyberharcèlement. Directement. C'est peut-être ça. Directement caractérisé là-dessus. Ouais. Peut-être. Je voulais retrouver, mais je l'ai pas il y a un petit, en plus, elles ont, enfin, No Dick Pic, le compte Insta a développé un peu un message
automatique que tu pourrais envoyer à la personne, genre... Ah oui, qui fait peur. Ouais, qui fait peur. Réponse automatique, nous avons détecté l'envoi d'images à caractère pornographique non sollicité, code nanana. Ces images seront transmises au service de police. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, envoyez stop. Et genre là, en règle générale, ils paniquent, ils font stop, 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 stop. Et du coup, voilà. C'est la transmission non sollicitée d'images à caractère pornographique est une infraction passible de 750 € d'amende. Donc voilà, c'est... Ouais, surtout que ça peut être... c'est hyper dangereux aussi d'envoyer des photos à n'importe qui. Parce que déjà, ça peut... j'ai l'impression, enfin, quand on voit un truc sur Internet, tout se garde. J'ai trop peur. Dans le cloud, là, que ça vole. Et ensuite, clair. ça peut être peut-être utilisé contre toi même. En plus, ouais. Et c'est ce qu'on appelle le revenge. Revenge porn, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup, le revenge porn, c'est le fait de, alors notamment dans le cas de relations où il y a eu un échange de nudes justement, là pour le coup qui était plutôt consenti, et après séparation par exemple, ou même des fois pas, la personne utilise les photos intimes de son ou sa partenaire et les diffuse à grande échelle. Donc c'est ce qu'on appelle du revenge porn, et c'est pas fou, c'est pas top. Bon, j'en ai jamais subi du merci, mais franchement ça peut, je pense que ça doit détruire des vies de fous. Alors, tu te dis des photos qui traînent sur toi, et j'aurais plus peur, je pense, que ça soit ma famille et mes amis que mon taf. Genre je me dis bon, le taf, au pire tu dis hop là, je les vois plus jamais. Mais ouais, tes amis et ta famille. Après, ce que je me dis, donc de toute façon, c'est vrai que c'est hyper problématique comme pratique, et je me dis, mais aux personnes à qui ça arrive, ça doit être vraiment, enfin ouais, selon le milieu dans lequel t'évolues, selon tes parents, tes proches, etc. Suffit qu'ils soient en plus assez stricts. Enfin, je veux dire, ça doit être, tu dois te confronter. Surtout qu'avec les réseaux sociaux qui arrivent de plus en plus tôt. Ça arrive vraiment. Ça arrive tôt, donc forcément, tu peux, envoyer des photos à n'importe quel âge, si c'est retourné contre toi et que en plus tu es mineur, c'est de la pédopornographie. Ouais. C'est franchement, on utilise des termes hyper lourds, mais c'est le cas. Hyper dangereux. C'est vraiment. Surtout qu'effectivement ça arrive. Enfin, il y a des témoignages qui sortent de personnes qui sont victimes de revenge porn à 14, 15 ans mais ça, c'est aussi dû au fait que on a peu d'éducation à la vie affective et sexuelle. Je sais pas si vous avez eu la chance d'avoir les 3 séances obligatoires. J'ai aucun souvenir. Ouais, moi non plus. Mais oui, en SVT, là, en 6e. Ouais, franchement, je pense que c'était vraiment très limite. Ouais, ça c'était très anatomique, quoi. Ouais, voilà. Avec la banane et je me souviens juste de ça. Pareil, je pense qu'on a un peu tous la même chose. Ouais. Mais voilà, c'est tous ces sujets-là qui seraient hyper importants à aborder. De fou. Aborder, mais c'est encore, on voit qu'il y a encore du mal à accéder et à dispenser ces cours-là aux plus jeunes. De fou. Mais par rapport au revenge porn, je sais que souvent il y a un peu tout le monde qui dit oui, mais du coup si ça finit sur Internet, mais je sais qu'il y en a plein, enfin du moins malheureusement il y a des garçons ou des filles qui utilisent ça comme pression, en mode si tu fais pas ça, du coup j'envoie tout ça à ton école ou à ta classe ou à ton prof et quoi. Et c'est horrible, je trouve, d'avoir ce moyen de pression, et c'est tout aussi grave. Donc il faut faire tellement attention quand on envoie ça. Et moi j'avais une autre question aussi par rapport à ça. Est-ce que typiquement il faut garder ces photos-là? Par exemple, moi avec mon copain, on s'est envoyé des photos, on n'est plus ensemble, est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce que qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste en règle, alors après, ça c'est un peu personnel comme réponse, mais je pars du principe que ces photos-là, c'était d'un commun accord dans une relation, tu vois. Et qu'à partir du moment où cette relation est terminée, c'est un petit peu bizarre de la garder, tu vois, je trouve. Enfin, pourquoi? Enfin, sauf si t'es pas passé à autre chose, mais non, je sais pas. Enfin, Ouais, non, c'est vrai. Moi, des fois, je me dis, j'aurais trop peur qu'il ait encore les miennes et que du coup, s'il essaie de me faire à l'envers, du coup, bon. Ouais. Non, en vrai, je pense pour le bien, pour pas qu'il y ait de problème ou quoi, ou de
ouais, pas de problème, les supprimer en fait. Ouais, les supprimer. Les supprimer et... Ou alors, quand dans la on tête. fait des nudes, à la limite, pas mettre sa tête, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, oui, ça c'est une Peut être une technique de fou. recommandation. Ouais. Après, bon. Si vraiment vous voulez. Vraiment, de toute façon, la prévention, ça passe pas par la répression, genre ne faites pas. Ouais. Si vous c'est faites, vrai. faites-le bien. Ouais. C'est ça. Donc, effectivement, éviter les signes distinctifs, éviter le visage, les tatouages, ça peut être reconnaissable. Mais Ouais, bon. j'ai un tatouage sur la fesse, du coup. Bon, après, Et voilà, aux peut-être auditeurs. que, tu vois, tes collègues de boulot, Oui, ta famille connaissent peut-être c'est pas ça. ce tatouage-là. Donc, à la Exactement. limite, les gens se diront, oh, sympa ce tatouage, mais qui c'est? Toi, tu peux dire non, c'est pas moi. Et peut-être dernier thème très rapide sur le plaisir. Donc, on a parlé de consentement, on a parlé de dépistage, donc de plaisir. Il y a un truc qui peut arriver aussi à n'importe quel moment, c'est la perte de libido. Enfin, en mode quand t'as pas forcément envie, alors que par exemple le cadre est propice à. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut s'en vouloir. Enfin, on peut culpabiliser hyper rapidement, alors que déjà c'est un mécanisme physiologique. Tu vas pas forcer ton corps à faire des choses dont elle ne veut pas. Mais c'est vrai que c'est pas si grave si. Mais je trouve qu'il y a cette notion-là. En plus, c'est un peu lié des fois au consentement avec le rapport continu du consentement. Où des fois, moi, je m'en veux parce que je dis vas-y, on y va. Et en fait, je me retrouve à dire en fait non, j'ai plus envie. Et du coup, la personne elle est déçue. Alors qu'en fait, ça devrait juste être normal de plus vouloir comme une part de gâteau. Oui, on en a plus faim ça, ou quoi. finalement. La tasse de thé. Ouais. La tasse de thé, ouais. Finalement, quand c'est saoulé, t'en as plus envie. Après, voilà, la personne, elle peut, ouais, elle peut être déçue, mais bon, il faut qu'effectivement, faut qu'elle s'en remette. C'est pas grave, ce sera le coup d'après, quoi. Mais ouais, le désir, c'est clair que c'est quelque chose qu'on contrôle pas, et qui peut fluctuer en fonction de plein de choses, de ta situation actuelle, des événements de vie, même des fois physiologiquement, enfin, de conditionnement un petit peu. Donc, bon, c'est quelque chose, faut pas culpabiliser. Après, c'est vrai que ça peut être, enfin, le fait de plus éprouver ou peu éprouver du désir, ça peut être un problème pour la personne. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut y avoir des solutions qui peuvent être mises en place pour, notamment des sexothérapies, pour essayer d'avancer un peu sur ce chemin-là. Après, il y a des personnes qui ressentent pas ou peu de désir et elles sont hyper OK avec ça. Et dans ce cas-là, il y a rien à faire particulièrement. Ouais. Mais dans les troubles du désir, c'est vrai que ce qui est important, c'est surtout et majeur, c'est la souffrance de la personne. Si la personne en souffre, dans ce cas-là, il y a des choses qui peuvent être faites. Si la personne n'en souffre pas, on la laisse tranquille et puis. Mais puis je sais que on entend beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup entendu des anecdotes ou même des blagues de un tel a pas réussi à bander, un tel et on en rigole et tout, mais ça se trouve la personne elle veut pas que ça se sache. Ouais. Déjà de 1, de 2 ça se trouve c'est vraiment un mal, tu vois. T'es là, on rigole dessus. Là, c'est pas cool. Ouais, mais c'est hyper banal et tu dis c'est une anecdote, mais c'est une anecdote très perso et très intime. Et tu dis j'ai pas trop envie de savoir en fait. Mais je pense que ça, les sexologues, mais typiquement, nous, on en parle très très peu des sexologues. Enfin, je sais pas du tout. Enfin, je pense qu'il faut aller, moi, comment j'imagine ça, faut aller sur Doctolib. Ouais, on cherche sexologue et point. Mais je sais pas si, par exemple, au CGID, ils ont des ressources par rapport à ça ou d'autres choses. Alors, je suis actuellement en train de faire un DU de sexologie, d'ailleurs. Donc, dans 1 an et demi, normalement, je serai sexologue aussi. Et en fait, du coup, il y a en CGID, t'as des consultations sexologues qui sont proposées. Donc, tu peux avoir des consultations gratuites de sexo. Sinon, en cabinet, en libéral, du coup, effectivement, sur Doctolib, tu tapes sexologue et tu peux en trouver. Ou même sur Internet, enfin, du coup, voilà. Et donc, t'as toutes les thématiques liées à la sexualité qui peuvent être traitées. Mais là, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de pas bander, en plus, il y a des moqueries qui sont autour, mais c'est quelque chose de assez fréquent. Enfin, au moins, enfin. T'es fatigué pour. T'es fatigué. Enfin, je pense ça peut arriver un peu à tout le monde entre guillemets, de passer par là et d'avoir un peu un moment où ça fonctionne pas. Effectivement, t'es fatigué, t'es stressé, t'as pas envie. Mais même nous, en tant que fille, des fois, même en tant que garçon, des fois, si on n'a pas envie d'être pénétré, juste notre corps est en mode non, tu passeras pas. Tout le monde, ouais, non, mais c'est vrai. Pas ça là. C'est exemple. C'est clair. Et quelque chose aussi, je pense qu'il a vachement changé la vision des rapports sexuels des gens. C'est genre la pornographie. Ouais.
pense qu'elle a vraiment modifié des fois la réalité de ce qui peut se passer. Et ça, des fois, les gens vont penser que c'est ça en vrai, alors que pas du tout. Typiquement, vraiment un truc, c'est par exemple la taille du sexe. Il y en a qui peuvent grave complexer dessus, parce que oui, dans la plupart des vidéos que tu peux trouver, bah c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Et on se focus beaucoup sur la pornographie et vouloir le reproduire, alors que hyper différent. Genre il y a vraiment un espace comme ça entre les deux. Bah, il faut se dire que la pornographie, au même titre, en fait, que les comédies romantiques américaines à l'eau de rose, c'est scénarisé, érotisé. Ouais. En fait, c'est qu'une extension un peu de la société actuelle où de tous les films et les séries qu'on voit, tout est romantisé. Bon, bah, pour la porno, c'est pareil, c'est de la sexualité romantisée. Donc, en fait, là où il faut faire attention et où il faut le dire aux gens, c'est ça se passe pas comme dans les films, quoi. Oui, mais autant je parle de la taille du sexe, mais autour des corps, des réactions, des c'est mots, ça, genre t'es censé mouiller comme ça, éjaculer avec cette quantité énorme enfin non, il y a en fait tout est fait et puissance 10 pour exciter justement le spectateur, la spectatrice. Mais voilà, c'est du cinéma. Ça, c'est entre guillemets, ça fait partie d'une certaine du cinéma, de un côté romantisé, érotisé, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir que la personne faisait comme dans un film porno. Ah oui, si, de fou. Comme si en fait vraiment c'était en mode une scène et que après c'est bon, c'était fini, au revoir. Oui, moi tu te sens un peu en mode utilisé comme un acteur. Après c'est en mode voilà, allez suivant. Bah ouais, non en fait. Ouais, j'imagine que ça doit arriver pas mal, mais c'est pour ça que et du coup en fait ça peut bloquer souvent les gens sur leur capacité aussi à être excités et à désirer, c'est-à-dire que le fait de pas réussir aussi à faire en gros d'avoir évolué un peu son script sexuel en fonction de ce qu'on voit dans les pornos. Après t'arrives dans la vie réelle, en fait t'arrives plus à t'exciter et à éprouver du désir parce qu'en fait c'est trop loin de la façon dont tu t'es construit par rapport à tout ça. Donc ça peut aussi provoquer ce genre de choses. Mais je sais que là, de plus en plus, moi j'en entends vachement parler un peu des nouveaux pornos plus féministes ou alors des audios aussi. J'arrête pas de voir ça sur Insta et je suis en mode waouh, ça a l'air incroyable. J'avais déjà essayé une fois et je trouve ça fou parce que du coup t'as plus de représentation, c'est toi et ton propre imagination qui. T'as que l'audio. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça et c'est beaucoup plus inclusif, c'est beaucoup plus réaliste. En fait, c'est quelque chose qui justement là qui est beaucoup plus proche de la réalité. En tout cas de ce que j'en ai entendu, j'ai jamais essayé, mais du coup c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, genre t'as pas, voilà. Oui. Ronaldo qui arrive avec son pénis de 28 cm. C'est ça. Donc non, ouais, il y a des choses, le porno alternatif entre guillemets qui est peut-être très très exploité. Ok. Et je pense qu'on a fait le tour. Et j'ai une dernière question, vraiment en une phrase. On va tous chacun répondre. C'est quoi une bonne santé sexuelle? Alors, une bonne santé sexuelle, c'est comment expliquer ce qu'elle serait une bonne santé sexuelle? Oui. Mais en tout cas, c'est le fait de vivre sa sexualité. Alors déjà sans entre guillemets infection, maladie, etc. Mais aussi libre un peu de toute violence, avec un consentement libéré, avec un accès à l'éducation, un accès au plaisir, un accès au désir. En fait, ça englobe, c'est pas juste l'absence de maladie, en gros. Là, je reprends un peu la définition de l'OMS, mais c'est pas l'absence de maladie, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est un bien-être vraiment physique, mental, et tout ça, quoi. C'est un truc global, on va dire. Ouais. Moi, j'aurais dit vraiment être à l'aise, quoi. Okay. C'est être vraiment heureux dans la façon dont tu vis ta sexualité, sans tabou et sans forcément peur ou quoi que ce soit, et dans la communication de fou, quoi. Pour moi, c'est connaître toutes les clés, un peu toutes les thématiques, justement pour bien vivre, que ça soit le côté pratique et côté relation, genre vraiment être éduqué, sensibilisé, pour ensuite mieux vivre, genre sur ce côté-là, quoi.
Eh ben, écoutez, c'est 40 minutes. Et en plus, je suis en train de regarder, ça va, les micros, ils sont à ça de s'éteindre. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Hyper bien. D'habitude, je fais pas ce format en mode question où chacun répond, c'est un peu, voilà, c'est un peu différent. Mais là, j'ai kiffé. Trop bien. Kiff partagé. Voilà. Mais merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé ces formats-là. Et on vous fait des bisous et à bientôt. Bisous.